Cette nuit-là, Paris scintillait sous un délicat voile de pluie, les gouttelettes captant la lueur dorée des lampadaires. La ville battait doucement, son chaos habituel étant étouffé par l'heure tardive. Sadio Mané, toujours posé et sans prétention, sort d'un restaurant tranquille où il venait de dîner avec des amis. La chaleur des conversations et des rires s'estompa derrière lui tandis qu'il préférait marcher dans les rues humides plutôt que d'appeler un chauffeur. Ces moments de solitude étaient rares et précieux pour lui, de brèves évasions devant les projecteurs incessants du football, contre les attentes qui assombraient chacun de ses pas. Ce soir, le monde semblait paisible, presque onirique, sous la lueur brumeuse des lampes. Mais alors qu'il s'engageait dans une ruelle plus calme, un détail subtil le fit réfléchir. Une vieille voiture cabossée était garée sous un arbre, les vitres embrumées par la condensation. À première vue, cela n'avait rien d'anormal. Pourtant, quelque chose rongeait ses instincts, un sentiment inexplicable que quelqu'un était à l'intérieur, se cachant plutôt que se reposant. Un léger frisson le parcourut. Il hésita. Ce n'était pas son souci. Il pouvait simplement s'éloigner, ignorer ce qui se trouvait au-delà de cette vitre embuée. Et pourtant, alors qu'il faisait un pas de plus, il capta le moindre mouvement, une ombre se déplaçant derrière le pare-brise. La curiosité et l'inquiétude s'affrontaient en lui. Finalement, il tendit la main et tapota la vitre du conducteur, ses doigts effleurant à peine la vitre. Aucune réponse. Il se pencha légèrement pour regarder à travers la vitre embuée. Puis, une respiration ou une douce expiration dissipa momentanément le brouillard, révélant un spectacle qui lui serra la poitrine. Une jeune femme, recroquevillée dans le siège du conducteur, ses bras enroulés de manière protectrice autour d'un bébé endormi. L'image était à la fois simple et dévastatrice. Le bébé, petit et paisible, se blottit dans les bras de sa mère, inconscient du monde dur qui l'entourait. La femme, en revanche, semblait épuisée au-delà des mots, son corps voûté comme pour protéger son enfant de bien plus que du froid. Ses vêtements étaient trop fins pour le froid de la nuit, et sa posture était celle d'un désespoir tranquille. Et puis, tout à coup, elle ouvrit les yeux. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Le sien était empli d'une panique calme et résignée ou le regard de quelqu'un qui s'attendait à un rejet, qui avait depuis longtemps cessé d'espérer de la gentillesse. Sadio sentit son cœur se serrer. Il aurait pu s'en aller. Il aurait pu faire semblant de ne pas voir, comme tant d'autres l'avaient sûrement fait. Mais quelque chose en lui refusait de lui tourner le dos. Une question lui brûlait l'esprit, comment avait-elle atterri ici? Un autre coup léger à la fenêtre. Cette fois, sa voix suivit. Madame, ça va? La pluie devenait plus forte, tombant en cascade sur les rues pavées, les peignant d'une lueur presque éthérée. Pourtant, à ce moment-là, Sadio savait que la véritable tempête n'était pas dans le ciel, mais à l'intérieur de cette voiture. Il fit un pas en avant, l'air humide de la nuit se pressant autour de lui. Il avait passé sa vie dans des stades remplis de foule en délire, dans des villes qui ne dormaient jamais. Mais ce silence, ce moment fragile et sans parole lui paraissait plus lourd que tout ce qu'il avait jamais connu. À travers la vitre embuée, il aperçut un minuscule mouvement, la femme ajustant la couverture du bébé d'une main tremblante. Son visage restait partiellement caché sous une cagoule, mais l'épuisement gravé sur ses traits était indubitable. Sadio inspira lentement. Il comprenait la lutte. Il a grandi au Sénégal, dans un monde où les difficultés étaient monnaie courante. Il avait été témoin de la pauvreté, savait ce que signifiait s'en passer et se battre pour une vie meilleure. Il avait construit des hôpitaux, des écoles et fait des dons à ceux qui en avaient besoin. Il savait que la souffrance était infinie et qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'était différent? Il aurait pu laisser quelques billets sur le pare-brise et s'en aller. Il aurait pu appeler son chauffeur et regagner la chaleur de son hôtel, laissant cet instant derrière lui comme une ombre passagère. Mais ensuite il l'a vu. Une seule larme glissait silencieusement sur la joue de la femme. Elle ne l'a pas effacée. Elle n'a pas émis de bruit. Elle restait assise là, immobile et petite, comme si elle n'avait plus la force de se faire disparaître. Et à cet instant, Sadio comprit. Ce n'était pas simplement un autre moment de charité. Il ne s'agissait pas de remettre de l'argent et de passer à autre chose. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, de la dignité, de l'humanité, du pouvoir d'un seul acte de bonté. S'avançant, la voix plus douce que jamais, il dit « Je ne te forcerai pas. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'offrir un endroit où dormir ce soir. Un repas chaud. Juste ça. » La femme restait figée, incertaine. Mais cette fois, elle n'a pas détourné le regard.
C'était un début. La pluie continuait de tomber, tambourinant contre la voiture en murmures rythmés. La nuit s'étendait devant eux, incertaine mais pleine de possibilités. Sadio ne savait pas ce qu'elle déciderait, mais il avait fait ce que son cœur le poussait à faire. Et parfois, un simple geste ou une offre discrète d'espoir suffisait à tout changer. Prenant une profonde inspiration, Sadio glissa sa main dans sa poche et en sortit son téléphone. Il savait que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait gérer seul. Alors que ses doigts parcouraient ses contacts, son esprit s'emballait, à la recherche de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, quelqu'un qui saurait quoi faire. Son pouce hésitait sur un nom, Antoine Morel. Un philanthrope qu'il avait rencontré lors d'un événement caritatif en France. Si quelqu'un pouvait me guider dans un moment comme celui-ci, c'était bien lui. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix grave et familière ne réponde. Sadio ? À cette heure ? Antoine, je suis désolé de te déranger, mais j'ai besoin de conseils. Je me trouve devant une voiture, en pleine nuit, sous une pluie battante. À l'intérieur, il y a une jeune femme avec un bébé, tous deux endormis. Je ne peux pas m'en aller et les laisser ici. Mais je ne sais pas comment l'approcher sans lui faire peur. Un long silence suivit. Puis, un soupir. Vous avez bien fait de m'appeler, dit Antoine d'un ton empreint de compréhension. Ces situations sont fragiles. Les personnes dans sa situation ont probablement été trahies, ignorées ou rejetées plus de fois que vous ne pouvez l'imaginer. La confiance ne leur vient pas facilement. Elles peuvent ne pas croire qu'un étranger veut vraiment les aider sans attendre quelque chose en retour. C'est exactement ce que je ressens, a admis Sadio. Elle me regarde comme si elle attendait que je disparaisse, comme à chaque instant, je réaliserai qu'elle ne vaut pas mon temps et je m'en irai. C'est normal, dit doucement Antoine. Mais ne laissez pas cela vous arrêter. Si vous voulez vraiment l'aider, proposez-lui de vraies solutions, des choses qu'elle peut accepter sans se sentir comme un fardeau. Un endroit chaud pour la nuit, un repas chaud, la sécurité pour son enfant. Mais soyez patient. Elle ne pourra peut-être pas dire oui tout de suite. Elle a besoin de sentir que votre offre vient d'un lieu de sincérité et non de pitié. Sadio hocha la tête, même si Antoine ne pouvait pas le voir. Tu penses que je fais la bonne chose, il a demandé. Antoine rit doucement. Sadio, tu as construit des hôpitaux. Tu as construit des écoles. Et maintenant, tu me demandes si c'est bien d'aider une mère et son enfant? Un petit sourire effleura les lèvres de Sadio. Il expira, sentant une partie de l'incertitude se dissiper. Très bien. Je vais essayer. Ne poussez pas, donnez-lui le choix. Mais ne partez pas avant d'avoir fait tout ce que vous pouvez. L'appel prit fin, laissant Sadio agripper fermement son téléphone. Il se tourna vers la femme dans la voiture. S'abaissant à son niveau, il frappa doucement à la fenêtre, prenant soin de ne pas la surprendre. La pluie continuait de tambouriner contre le toit métallique, une accalmie rythmique qui remplissait le silence entre eux. Comme elle ne réagissait pas, il parla d'une voix calme et ferme. Écoute, je m'appelle Sadio. Je sais que tu ne me connais pas et que tu as toutes les raisons de te méfier. Mais je peux t'offrir un endroit sûr pour la nuit. Un lit chaud, un repas, sans attente, sans condition. Juste une pause. Pour toi et ton bébé. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Puis, lentement, elle releva la tête, ses lèvres s'entraînant légèrement. Sa voix, à peine audible sous la pluie, portait un poids qui serrait la poitrine de Sadio. Pourquoi fais-tu ça? Un frisson le parcourut. Parce que ce soir, il ne pouvait pas détourner le regard. Parce que parfois, un acte de gentillesse peut changer une vie. Parce que personne ne méritait d'être laissé seul dans le froid. La pluie tombait à verse, frappant contre la voiture comme un chant de solitude sans fin. Sadio, toujours accroupi devant la porte, sentit son pouce accélérer. Ce moment était délicat, un fil de confiance qui pouvait se briser à tout moment. Il frappa encore, plus doucement cette fois. La femme tressaillit, serrant instinctivement son bébé plus fort. Une longue pause s'étira entre eux avant que, avec des doigts hésitants, elle tourna lentement la manivelle de la fenêtre. Un filet d'air glacial s'infiltra par l'espace, transportant une odeur de tissu humide et quelque chose de plus profond ou quelque chose de lourd, comme un désespoir accepté depuis longtemps. Son regard méfiant rencontra le sien. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'une voix rauque et creuse. La question lui frappa comme un coup. Ce n'était pas que des mots. C'était toute une vie d'expérience, d'abandon,
de savoir que la gentillesse avait souvent un prix. Rien, dit simplement Sadio. Juste pour aider. Elle cligna des yeux, comme si elle ne l'avait pas bien entendu. J'ai réservé une chambre d'hôtel à proximité, a-t-il poursuivi. Vous et votre bébé pouvez y passer la nuit. Aucune obligation. Si vous avez faim, je peux vous apporter à manger. Ses lèvres se pressèrent. Il pouvait voir la bataille qui se déroulait en elle. Elle voulait refuser, par fierté, par peur, par habitude. Les gens comme elle ne s'attendaient pas à de l'aide. Ils ont appris à ne pas le faire. Puis elle frissonna, ses vêtements trempés collant à sa peau. Ses bras se resserrèrent autour de l'enfant endormi sur ses genoux. Lentement, son regard descendit. C'est vraiment, sans rien en retour, murmura-t-elle. Rien, lui assura Sadio. Un long silence. Puis, finalement, elle fit un petit signe de tête. L'air entrechangea. Sadio se leva, tendant la main sans pression, sans urgence. Allons-y. Elle hésita une dernière fois avant, avec des mouvements prudents, d'ouvrir la porte et de sortir sous la pluie. Le bébé dans ses bras restait tranquille, perdu dans ses rêves. Et pour la première fois cette nuit-là, l'espoir vacilla dans l'obscurité. Le trajet jusqu'à l'hôtel était calme. Elle s'assit sur le siège passager, tenant son enfant dans ses bras comme si quelqu'un pouvait l'emmener à tout moment. Ses yeux, fatigués et prudents, restaient fixés sur la route. Lorsqu'ils arrivèrent, elle s'attarda devant la portière de la voiture, hésitant à bouger. Mais la douce lueur du hall de l'hôtel, le léger parfum du bois ciré, le doux bourdonnement de la chaleur, tout cela l'appelait. La réceptionniste, habituée aux célébrités, ne dit rien. En quelques minutes, Sadio avait obtenu une chambre. Il lui tendit la clé avec un doux sourire. « Tu es libre de partir quand tu veux, » lui dit-il. « Mais pour ce soir, au moins, tu auras chaud. » Elle hocha la tête, puis disparut dans l'ascenseur. Les premiers obstacles. Le lendemain matin, Sadio était assis au café de l'hôtel, une tasse de thé se réchauffant les mains. Il n'était pas sûr qu'elle descendrait. Mais quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, elle est sortie. Les mêmes vêtements, les mêmes yeux méfiants, mais son visage paraissait plus doux. « Tu es toujours là ?» demanda-t-elle, une note de surprise dans la voix. « Bien sûr, » dit-il. « Je veux comprendre comment tu es arrivé ici. Et si je peux, j'aimerais t'aider. » Elle hésita, regardant la table. Puis, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, elle dit. « J'ai fui mon mari. Il était dangereux. J'ai essayé de trouver un abri, mais il n'y a pas de place. Cela fait 3 mois que je vis dans ma voiture. » Ses doigts se crispèrent autour de sa tasse. « Et ta famille ?» demanda gentiment Sadio. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Ils ne veulent plus avoir de mes nouvelles. » Le silence s'installa entre eux, chargé d'une douleur inexprimée. Sadio était sûr d'une chose, il n'allait pas la laisser retomber dans ce cauchemar. Le reste de la matinée, il a passé des appels. Refuges, travailleurs sociaux, organismes. Il avait de l'argent, de l'influence. Mais il est vite devenu évident que l'argent seul ne résoudrait pas le problème. Le système était lent et bureaucratique. Les refuges étaient pleins. La paperasse a pris des semaines. Lila n'a pas eu de semaine. Mais abandonner n'était pas une option. Et Sadio n'avait jamais été du genre à s'en aller. La nouvelle de son geste s'est répandue rapidement, atteignant aussi bien les admirateurs que les sceptiques. Parmi ceux qui ont été émus par ses actions se trouvaient des amis du monde du football. « Sadio, ce que tu fais est incroyable. Nous devrions tous suivre ton exemple, » lui a dit un ancien coéquipier, la voix remplie d'admiration. Mais tout le monde ne partageait pas ce sentiment. On ne peut pas sauver tout le monde, prévient un agent influent. Une fois que vous vous engagez dans cette voie, où tracez-vous la limite? Concentrez-vous sur votre carrière. C'est ce qui compte vraiment. Sadio a rejeté le scepticisme. Son esprit revenait sans cesse à la nuit précédente, la peur dans les yeux de Lila, la façon dont elle s'était instinctivement blottie autour de son enfant, une mère prête à tout pour le protéger. Cette image était gravée dans son cœur. Il savait ce qu'il devait faire. Et s'arrêter n'était pas une option. Au-delà d'un seul geste. Une seule nuit dans un hôtel ne changerait pas la vie de Lila. C'était une solution temporaire, un réconfort éphémère. Et Sadio Diomané n'était pas du genre à se contenter des demi-mesures.
Plus il y réfléchissait, plus cela devenait clair, il devait faire plus. Il ne voulait pas seulement tendre la main. Il voulait lui donner une vraie chance de vivre une nouvelle vie. Le lendemain matin, alors que Lila et son bébé se reposaient, Sadio se mit au travail. Il a contacté son réseau, passé des appels, envoyé des messages et exploité toutes ses connexions au sein d'organisations caritatives. Il connaissait de nombreux efforts humanitaires en Afrique, mais Paris était un monde différent. Ici, la pauvreté était cachée derrière de grandes devantures de magasins et des façades haussmanniennes, tissées dans le tissu même de la ville et pourtant invisibles pour ceux qui ne savaient pas où regarder. Il devait le comprendre de première main. Il s'est donc adressé directement aux personnes qui combattaient chaque jour dans cette bataille. Au cœur du 13e arrondissement, il fonde une petite association caritative locale dirigée par des travailleurs sociaux et des bénévoles dévoués. Certains le reconnurent immédiatement, leurs expressions passant de la surprise à la curiosité. Mais il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il n'était pas là pour une séance photo ou un don symbolique. « Ce que vous faites est admirable », lui a dit le directeur de l'organisation. « Mais comment puis-je aller au-delà d'un simple acte de gentillesse ?» demanda Sadio. La femme sourit, son regard à la fois gentil et sérieux. « Vous vous en souciez vraiment, et c'est évident », a-t-elle déclaré. Mais la réalité est que le problème est énorme. Assurer un logement stable pour une mère et son enfant est une lutte bureaucratique sans fin. De nombreuses femmes se retrouvent dans la rue simplement parce qu'elles refusent d'être séparées de leurs enfants. Cette déclaration l'a durement frappée. Lila n'était pas seule dans son combat. Combien d'autres femmes faisaient face au même cauchemar en silence? Il avait les moyens d'aider ou pourrait-il vivre avec lui-même s'il choisissait de s'en aller après en avoir aidé un seul? Une idée a commencé à prendre forme. Une proposition audacieuse. Ce soir-là, Sadio retrouve Lila dans le salon de l'hôtel. Elle avait l'air mieux, toujours fatiguée, mais avec un peu de couleur revenant à son visage. Son bébé était blotti dans ses bras, respirant paisiblement. Il s'assit en face d'elle, son expression sérieuse mais chaleureuse. « J'ai passé la journée à chercher des solutions », a-t-il commencé. Il y a des organismes qui peuvent aider, mais le processus est long, compliqué. Trop de bureaucratie, trop d'attentes. Lila baissa les yeux. Elle ne connaissait déjà que trop bien cette réalité. Alors, continua-t-il en se penchant en avant, j'ai une autre idée. Et je veux entendre ce que tu en penses. Elle leva les yeux avec hésitation. Et si on vous trouvait un appartement? Une vraie maison, un endroit stable où vous pourriez respirer, reprendre des forces et penser à l'avenir sans crainte? Lila cligna des yeux, stupéfaite. Un appartement? Mais, comment? L'argent n'est pas un problème, a-t-il admis. Mais je veux que ce soit plus qu'un simple endroit où séjourner. Je veux que vous ayez du soutien, des conseils, pas seulement pour vous, mais pour d'autres comme vous. Personne ne devrait avoir à mener cette bataille seule. Pendant un instant, elle le regarda simplement, comme si elle essayait de se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un tour cruel. Puis, dans un murmure, elle demanda, « Pourquoi fais-tu ça ?» Le sourire de Sadio était doux mais inébranlable. Parce que personne ne devrait avoir à choisir entre survivre et espérer. Une disparition soudaine. Le lendemain matin, café à la main, Sadio descendit les escaliers menant au hall de l'hôtel, pour immédiatement sentir que quelque chose n'allait pas. La réceptionniste hésita avant de parler. « Ton ami est parti tôt ce matin. » Son ventre se serra. « À gauche? Avec le bébé? » La réceptionniste hocha la tête. Elle n'a rien dit. Elle a juste laissé la clé de la chambre sur le comptoir. Une vague d'inquiétude l'envahit. Après tout ce dont ils avaient discuté, après l'espoir d'un nouveau départ, pourquoi avait-elle disparu sans un mot? Il s'est précipité dans sa chambre. C'était vide. Les draps n'étaient toujours pas défaits. Le petit berceau portable qu'il avait aménagé pour le bébé n'avait même pas été utilisé. Elle n'avait pas dormi ici. Elle était partie au milieu de la nuit. Un sentiment d'échec le rongeait. Avait-il trop poussé? Vous avez dit quelque chose pour l'effrayer? Il sortit son téléphone et composa son numéro. Directement à la messagerie vocale. Elle était partie. Disparue dans l'immensité de Paris. Pendant des heures, il a lutté contre la frustration et l'incertitude. Mais une chose était claire, il n'abandonnerait pas. Il appelle Antoine, un ami proche et confrère philanthrope, qui active immédiatement son réseau. Bientôt,
la nouvelle s'est répandue dans les refuges et les programmes de sensibilisation de la ville. Sadio refusait de croire que c'était la fin de l'histoire de Lila. Il avait commencé quelque chose et il n'allait pas le laisser filer. Sadio errait dans les rues, ses pas résonnant dans la lumière tamisée de Paris. Il cherchait sans relâche, parcourant les recoins cachés de la ville, là où les nécessiteux cherchaient refuge. Refuges, ruelles, camps de fortune, il les visitait tous, interrogeant les volontaires, décrivant le visage de Lila, demandant si quelqu'un avait vu une femme tenir un bébé dans ses bras. Mais c'était comme si elle avait disparu dans les airs. Alors que la soirée tombait sur la ville, l'inquiétude de Sadio s'est intensifiée, se transformant en un mélange turbulent de frustration et de chagrin. Il refusait d'accepter que ce soit la fin du chemin. Il fallait qu'il la retrouve. En marchant sur les quais de Seine, ses yeux scrutaient chaque ombre, chaque silhouette blottie contre la fraîcheur de la nuit. Puis, soudain, une petite silhouette recroquevillée sous un abri attira son attention. Son rythme cardiaque s'accéléra à mesure qu'il se rapprochait. C'était elle. Lila était assise, immobile, sur un banc, le bébé blotti contre sa poitrine, enveloppé dans une fine couverture qui ne les protégeait pas du froid mordant. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux vides, lointains exprimaient une résignation calme et douloureuse. Sadio s'agenouilla devant elle, sa voix douce mais ferme. « Pourquoi es-tu partie ?» Elle n'a pas répondu au début. Un lourd silence s'installa entre eux avant qu'elle ne murmure finalement, « Parce que je ne peux pas faire ça. » Chaque fois que quelqu'un essaie d'aider, il y a toujours un prix à payer, un coût caché. Sadio ressentit une vive douleur dans la poitrine. Il a compris. Elle avait été déçue trop de fois, abandonnée, trahie, ignorée. Comment pouvait-elle croire que cette fois-ci, ce serait différent? Il prit une profonde inspiration. « Lila, je ne suis pas là pour te sauver. » Son regard brillait de surprise. « Je suis là pour marcher à tes côtés. Si tu as besoin d'aide, je serai là. Si tu décides un jour que tu n'as plus besoin de moi, je serai là pour t'encourager. Mais pour le moment, ce bébé mérite chaleur, sécurité et une mère qui peut dormir sans crainte. » Une seule larme coula sur la joue de Lila. « Tu veux toujours m'aider, même après ça ?» Sadio lui fit un sourire doux et rassurant. Lila ferma les yeux un instant, puis, comme pour rassembler tout son courage, elle hocha la tête. Cette fois, elle était prête à essayer. Un nouveau départ. Les jours qui suivirent furent intenses. Mais quelque chose avait changé, cette fois, Lila n'a pas couru. Peut-être parce qu'elle voulait y croire. Peut-être parce que, pour la première fois depuis des années, elle voyait dans les yeux de quelqu'un quelque chose qui n'était pas de la pitié ou du jugement, mais une promesse. Une promesse de ne pas l'abandonner. Avec l'aide d'Antoine et le dévouement de plusieurs organismes, la recherche d'un logement stable a avancé plus vite que prévu. Il y a eu des obstacles, des barrières bureaucratiques et des moments de doute, mais Sadio a refusé de laisser les revers déterminer l'issue. Il a passé des appels, insisté pour obtenir des réunions et s'est battu pour que Lila et son bébé n'aient pas à passer une autre nuit dans la rue. En quelques semaines seulement, un petit appartement a été obtenu. Ce n'était pas extravagant, juste un simple espace de 2 pièces. Modeste, mais sûr. Un endroit à reconstruire. Lorsque Lila entra pour la première fois, les touches tremblant entre ses doigts, elle se figea. Sadio la regardait attentivement. « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne pense pas avoir jamais eu de vraie maison auparavant. » Puis, pour la première fois depuis leur rencontre, un sourire hésitant et fragile apparut sur ses lèvres. À ce moment-là, Sadio savait qu'il avait fait plus que lui offrir un abri, il lui avait donné la possibilité d'un avenir. Un objectif plus grand. Mais l'histoire de Lila n'était qu'une parmi tant d'autres. Sadio ne pouvait pas ignorer les innombrables autres personnes encore perdues dans l'ombre, des femmes sans abri, des mères sans soutien, des vies passant entre les mailles du filet d'un système qui évoluait trop lentement et ne s'en souciait pas assez. Pendant des jours, cette pensée lui pesait. Il se souvenait des refuges surpeuplés, des travailleurs sociaux épuisés, des dossiers interminables qui prenaient la poussière sur les bureaux. Offrir de l'argent ne suffirait pas. La ville avait besoin de quelque chose de plus grand. Quelque chose de réel. Un soir, après des heures de réflexion agitée, il prit une décision. Le lendemain matin, il appelle Antoine. « Nous devons faire plus », a-t-il déclaré. Plus ? Un refuge. Un vrai. Un lieu où les mères en crise ne trouvent pas seulement un toit mais une chance de se reconstruire.
Un centre avec des programmes de formation, un soutien psychologique, une aide à l'orientation professionnelle, tout ce dont elles ont besoin pour se débrouiller seules. Une pause. Puis, à l'autre bout du fil, un rire complice. J'avais le sentiment que tu ne t'arrêterais pas là. Et voilà, les travaux ont commencé. Cela a nécessité des mois d'efforts acharnés, réunions avec les autorités municipales, négociations avec les investisseurs, partenariats avec des organisations à but non lucratif. Sadio a mis en avant une partie de sa propre fortune, mais bientôt, d'autres ont été touchés par sa vision et ont rejoint la cause. 1 an plus tard, au cœur de Paris, le Centre Lumière ouvrait ses portes. Un lieu de refuge. Un lieu de renouveau. Un endroit où aucune femme ne se sentirait plus seule. Un effet d'entraînement. Le jour de l'inauguration, l'atmosphère était pleine d'espoir. Journalistes, bénévoles et premiers résidents du centre se sont rassemblés devant l'entrée. Lila s'approcha de Sadio, les yeux remplis de gratitude. Sans toi, je ne serais pas là. Il secoua doucement la tête. Non, Lila. Tu as trouvé la force de croire. C'était tout toi. Elle sourit en regardant autour d'elle les femmes et les enfants qui entraient dans le centre. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était devenue un phare pour les autres. Mais ce n'était que le début. Au début, Sadio n'avait pas cherché à être reconnu. Son objectif n'a jamais été la gloire, il s'agissait simplement de faire ce qui est juste. Mais certaines histoires sont trop puissantes pour rester dans l'ombre. Un soir, un journaliste d'un grand journal français publie un article, Sadio Mané, le jour où un simple geste a changé une vie. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux ont explosé. Les gens étaient émus, inspirés. Un restaurateur parisien a promis des repas gratuits pour les sans-abri. Un ancien footballeur a lancé un programme de réinsertion des jeunes. Le nombre de bénévoles a augmenté dans les refuges et les organisations humanitaires. Et ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est que les citoyens ordinaires ont commencé à partager leurs propres actes de gentillesse, couvertures laissées sur les bancs, tickets de métro prépayés, étrangers tendant la main au lieu de déto. Hurner le regard. Lila a regardé tout cela se dérouler, étonnée de voir à quel point un petit acte de compassion pouvait déclencher quelque chose de bien plus grand. Elle n'avait jamais voulu être un symbole, elle avait seulement voulu sauver son bébé et retrouver sa place. Puis, un matin, une jeune femme arrive au centre Lumière, un bébé dans les bras, le visage gravé d'épuisement et de peur. Lila s'avança, posant doucement une main sur l'épaule de la femme. « C'est bon, murmura-t-elle. Tu n'es plus seule. » Et à ce moment-là, elle a compris. Elle était la preuve que peu importe l'ampleur de la chute, une personne peut se relever. Tout cela parce qu'une nuit pluvieuse à Paris, un homme a choisi de ne pas détourner le regard. Les trophées prennent la poussière. Mais un acte de gentillesse? Cela se répercute à travers les générations.